Le bilan est un document établi en fin d'année fiscale permettant d'exposer la santé d'une entreprise et prenant en compte toutes les données la concernant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. La dernière que je tourne de l'année, la première que vous voyez pour vous. Aujourd'hui, comme le titre vous l'indique, comme l'intro vous l'indique, c'est l'heure du bilan de fin d'année. Avec pour ce bilan de fin d'année deux objectifs majoritaires. Le premier, ne pas chialer en le faisant, ce qui a priori sera un échec vu que j'ai chialé en le préparant. Et la deuxième, ne pas tenir trop longtemps, non pas que cela me gêne de publier des vidéos qui dépassent les 20 minutes, mais tout simplement pour faire cette vidéo j'ai dû éteindre le chauffage parce que mon chauffage fait du bruit, ce qui veut donc dire que d'ici peu je vais commencer à me geler. Et ce qui explique pourquoi j'ai gardé mon gilet, normalement je l'enlève quand je tourne, mais il fait froid. Il fait froid, il fait froid. Le bilan de fin d'année, c'est quelque chose que je fais depuis un certain temps et qui en fait me permet quelque part de me poser et de prendre du temps pour réfléchir à mon année, réfléchir à ce que j'ai fait de mon année, etc. En tirer les enseignements qui vont bien et essayer de définir une sorte de cap pour l'année prochaine. Le bilan de l'année dernière avait été très compliqué à tourner. Pour des raisons que vous connaissez. Je ne vais pas reparler de ce qui s'est passé pour moi en 2017 parce que j'ai pas envie de le faire et parce que je vais pleurer si je le fais. Si vous me connaissez pas et tout, vous pouvez toujours aller regarder le bilan de 2017, il est pas très drôle, mais ça vous donnera un petit peu le pourquoi du comment. Je vous rassure, cette année, le bilan de fin d'année est quand même un tout petit peu plus positif. Par contre, avant de commencer le bilan en lui-même, j'ai juste un petit trigger warning à faire pour les personnes qui seraient mal à l'aise lorsque l'on parle de dépression et de problèmes de santé mentale et tout ce qui va avec. Je vous conseille d'aller directement au milieu de la vidéo parce que la première partie de mon année n'a pas été très drôle. Et donc pour cette vidéo, le plan va être simple. Je vais commencer par faire un retour sur le premier semestre, un retour pour le deuxième semestre. C'est assez simple, hein. Je suis partie au Japon le 29 juin. Donc pour moi, mon année, c'est vraiment deux parties totalement distinctes et j'ai presque l'impression d'avoir vécu deux années en une, tellement les deux sont totalement différentes, tellement j'ai fait beaucoup de choses dans chacune de ces deux années en une. Et on conclura par un petit peu mes plans sur le futur et notamment je vais répondre à la fameuse question, est-ce que je reste au Japon, hein, parce que a priori c'est ce que j'ai dû mettre dans le titre. Mais avant de répondre et afin que vous compreniez mon cheminement, retour sur cette année 2018. J'ai commencé 2018 dans un des endroits les plus sombres de ma vie. C'est-à-dire que donc je suis allée passer les fêtes et tout dans ma famille, je suis rentrée à Lille et en gros je crois que le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars, c'est des mois mais tellement noirs et tellement sombres que j'en ai que des souvenirs quelque part parcellaires. C'est-à-dire que la dépression a frappé encore plus fort à ce moment-là et je me suis retrouvée vraiment totalement seule et totalement isolée et à aller encore plus mal que genre en été. Donc on était 6 mois après et au final je me suis rendu compte que à M+6 en fait c'était presque plus dur qu'à M+1. Tout simplement parce que tu entres dans une période où d'une part tu ne peux plus vraiment te cacher la vérité, tu dois accepter les choses qui se sont passées, tu dois accepter où tu en es et en même temps tu te retrouves totalement isolé. C'est-à-dire que les gens te supportent globalement, les premiers mois et tout les gens sont très présents et toi-même tu vas aller vers les gens parce que tu as besoin de parler etc. Sauf que après en fait c'est pas que les gens ils te laissent tomber, c'est que quelque part toi-même tu te renfermes parce que tu te dis que ça ne sert à rien d'aller voir les gens si c'est pour encore être la séraphe déprimée qui ne parle que d'un sujet, qui n'a qu'une seule chose en tête et qui traîne sa noirceur comme une sorte de passager noir. Je me suis moi-même renfermée et moi-même relativement coupée de tout le monde. Ce n'était pas très intelligent. Globalement, je n'avais plus d'énergie et j'avais l'impression d'être juste un poids pour les autres. Et du coup, je me suis enfermée dans une sorte de solitude et de noirceur, sachant qu'en plus, je vous rappelle, j'étais à Lille. Lille, je n'avais que 3 ou 4 personnes maximum. Du coup, c'est très facile de passer des semaines et des semaines sans aucune vie sociale, ce que j'ai fait. Et là, on est tombé dans la spirale, vraiment dans la partie vraiment pas drôle de la dépression. C'est-à-dire que j'ai passé à peu près les 3 premiers mois de l'année sans réussir une seule fois à aller faire des courses. J'allais juste manger des trucs que je chopais au Franprix et j'ai fait des repas entiers où j'ai juste bouffé du pain et de la rillette de poulet. Je n'arrivais plus à faire ma vaisselle donc je mangeais dans des couverts en plastique. Je ne faisais plus le ménage chez moi donc c'était un taudis. Toutes ces choses vraiment, ces comportements ni très sains etc. mais qui représentent aussi la réalité de la dépression. Du coup j'étais globalement pas bien et je pense que si vous me connaissez vous savez ce qui se passe quand je suis pas bien. Je me venge sur mon travail. Et du coup je suis devenue tatoueuse et perceuse pendant ce temps-là. Si vous vous rappelez, fin 2017, donc j'étais en apprentissage dans un studio de tatouage, je faisais la partie de l'apprentissage où je ne tatouais pas encore des gens, je tatouais de la peau synthétique, je faisais l'accueil, je faisais le ménage, etc. Mais je ne tatouais pas
encore. Il se trouve que à la toute fin de l'année 2017, début 2018, j'ai eu l'opportunité d'avoir une formation de perceuse. C'était pas du tout quelque chose que j'avais prévu. Être perceuse ne m'intéressait pas à la base, mais j'ai eu cette opportunité d'être formée et je l'ai prise. Parce que j'en étais à un point dans ma vie où je me disais que comme plus rien n'a de sens, que comme cette vie ne rime plus à rien, autant être perceuse. Parce que pourquoi pas? Et du coup, j'ai accepté cette opportunité et j'ai suivi une formation de perceuse au début de l'année 2018. Une formation que j'ai complétée et j'ai du coup commencé à exercer en tant que perceuse aux alentours de mi-fin février, quelque chose comme ça. Donc j'étais pas à 100% perceuse, il y avait toujours des piercings que je ne savais pas faire, mais en tout cas, je suis devenue perceuse. Voilà. Je me suis retrouvée perceuse et il se trouve que j'aime plutôt bien ce travail. Je l'ai donc exercé pendant 4 ou 5 mois et je faisais vraiment pas mal de piercings. Je crois que j'ai dû faire environ 500-600 piercings, donc voilà, j'ai beaucoup percé, donc aujourd'hui j'ai une certaine expérience dans ce domaine et je suis tout à fait confiante si un jour je reprends ce travail. En parallèle de ça, puisque maintenant c'est bon, j'ai fini ma formation piercing, je sais percer les gens, maintenant on se met au tatouage. Du coup, j'ai poussé mon maître d'apprentissage pour pouvoir avancer très rapidement dans mon apprentissage de tatoueuse. Il n'y a pas un apprentissage qui ressemble à un autre. Chaque apprentissage est très différent et dépend énormément de votre maître d'apprentissage. J'ai eu énormément de chance parce que moi, mon maître d'apprentissage était tout à fait ouvert et quelque part c'est moi qui ai décidé de mon planning et c'est moi qui décidais quand est-ce que je me sentais prête à passer à l'étape suivante. C'est-à-dire que en gros, je suis arrivée fin janvier, j'ai dit à mon maître de stage, voilà, je me sens prête, je veux vraiment commencer en tant que tatoueuse dans le salon. Et du coup on a commencé. Alors c'est-à-dire que moi j'avais déjà tatoué un petit peu à la fin de l'année 2017, mais je n'étais pas officiellement la tatoueuse apprentie. C'est-à-dire que je tatouais des gens que je connaissais, mais c'était vraiment que des gens que je connais et c'est tout. J'ai réussi à faire quand même pas mal de tatouages, je sais plus combien j'en ai fait. J'ai dû faire quand même une trentaine, quarantaine de tatouages je pense, mais je suis pas sûre. Et notamment des pièces dont aujourd'hui je suis encore très fière. Donc je vais peut-être vous mettre des photos ici. Je suis pas du tout du genre à me jeter des fleurs ou quoi que ce soit, mais en gros pendant que j'étais en dépression complète, que j'étais absolument incapable de gérer ma vie de tous les jours, que je n'arrivais plus à me faire à manger, que je n'arrivais plus à faire mon ménage, que je n'arrivais plus à faire des tâches aussi simples de la vie de tous les jours comme aller à Auchan, je suis devenue tatoueuse et perceuse. Le genre de truc que généralement les gens galèrent, qui est un travail qui demande quand même beaucoup de concentration, beaucoup d'abnégation et beaucoup quelque part de force mentale. Ça par contre je l'ai torché. Je pense que je fais partie de ces personnes qui sont fonctionnelles professionnellement avec la dépression. Alors c'est pas bien du tout parce que vous allez voir que ton corps, tu peux te noyer dans ton travail, mais à un moment ton corps il va te rappeler à l'ordre, tu vois. J'ai fini mon apprentissage de tatoueuse, j'ai réussi à faire pas mal de choses et à certains points j'ai presque grillé des étapes. C'est-à-dire que mon maître de stage par exemple me disait non Sandrine, là comment te dire, t'es pas prête pour faire ça. Et moi je disais si je suis prête, j'ai parlé avec mon cobaye, elle sait que c'est la première fois que je fais ça mais je veux tester ça, etc. Du coup je me suis retrouvée par exemple à faire de la couleur relativement tôt parce que moi ce que je veux c'est tatouer en couleur. Je me suis retrouvée à tatouer sur des endroits parfois difficiles, notamment des endroits comme les côtes. J'ai fait mes premières côtes, j'étais apprentie quoi. Donc voilà, je suis aujourd'hui très contente d'avoir fini cet apprentissage. Je n'ai clairement pas appris tout ce que j'avais à faire dans le tatouage, mais je suis partie de là avec un bagage suffisamment conséquent pour me permettre aujourd'hui d'être confiante dans un éventuel futur d'une vie de tatoueuse. Donc ce premier semestre a été marqué par une relative réussite professionnelle qui me prenait de 11h à 19h30 tous les jours et une déchéance complète dans ma vie privée pour tout le reste des heures de la journée. Donc voilà, on était sur une dichotomie complète et en plus de ça je me suis dit que j'allais me lancer dans un grand projet et que j'allais partir en PVT au Japon. Alors je vous en avais un petit peu parlé l'année dernière, la logique en gros derrière le PVT au Japon pour moi ça a été écoute, j'approche de la deadline vu qu'il y a une deadline d'âge en termes de PVT, j'ai plus rien du tout qui me retient dans cette vie, je ne comprends plus le sens de ma vie, je déteste ma vie, je vais très très mal, foutu pour foutu, autant aller partir un an au Japon. C'était à peu près l'état d'esprit que j'avais et ce qui fait qu'aujourd'hui quand on me demande voilà ça a pas été trop dur de partir toute seule et tout, en fait non. Parce que j'allais déjà tellement mal à Lille, j'étais déjà tellement mal, j'étais déjà tellement au fond du trou, que de toute manière, je savais que je pouvais pas aller plus bas. Je pense que vous avez compris comment je fonctionne et que vous avez compris aussi que c'est un fonctionnement qui est assez désastreux puisque en gros, je tenais sur mes nerfs. Ce qui veut donc dire que lorsque le départ a commencé à approcher, et lorsque le printemps est arrivé et que du coup, je savais que je partais bientôt, blablabla, mon corps a commencé à me lâcher. C'est-à-dire que j'ai passé tous les derniers mois
à me taper de l'anxiété généralisée et des crises d'angoisse à peu près tous les soirs. C'est-à-dire que je m'endormais avec, vous savez, cet énorme poids sur la poitrine, le cœur qui faisait des palpitations et des problèmes à respirer. Je me réveillais, j'avais mal à l'estomac et le cœur qui battait beaucoup trop vite. J'étais envahie d'un sentiment d'angoisse et de danger totalement permanent. J'ai passé les 3 derniers mois du semestre en France sur les rotules. J'étais un déchet, j'avais mal au ventre tous les jours. Et pas le mal au ventre genre t'as la colique. Le mal au ventre genre en fait t'as une espèce de trou dans le ventre qui t'absorbe totalement. Toute ton énergie, toute ta voix de vivre, toutes tes pensées ne sont focalisées que sur le fait que tu as ce trou énorme, cette espèce de poids énorme dans ta poitrine. J'ai organisé mon déménagement de Lille dans une sorte de flou artistique. Je me rends compte aujourd'hui qu'il y a des choses que j'ai faites pendant cette période, je suis incapable de me souvenir. Je suis incapable de me souvenir comment est-ce que j'ai transporté ci, transporté ça, où est-ce que j'ai mis tel truc. Enfin vraiment, la fin de ma vie en France a été... J'ai fonctionné. Parce qu'il fallait que je fonctionne, parce que de toute façon j'ai été toute seule pour faire mon déménagement, hein, voilà. Je ne pouvais compter que sur moi-même et il fallait bien que je déménage vu que j'avais donné mon préavis, que j'avais un vol pour le Japon et que de toute manière je me retrouvais SDF à partir du 18 juin. C'est donc avec le bide démonté, avec un sentiment d'inutilité complète de ma vie que je suis partie au Japon. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous raconter tout ce que j'ai fait au Japon puisque j'ai à peu près vlogué tout ce que j'ai fait, que vous connaissez à peu près tout ce que j'ai fait au Japon, tout ce que j'ai visité, les villes par lesquelles je suis passée. Je voulais juste prendre quelques temps pour parler un tout petit peu de ce que partir au Japon m'a apporté. Je sais que quand j'ai annoncé que j'allais partir au Japon, il y a un certain nombre de personnes de mon entourage et notamment de mes proches qui se sont inquiétés pour moi. Tout simplement parce qu'ils savaient l'état dans lequel j'étais, qu'ils savaient que j'allais très très mal. Et je pense qu'il y a un certain nombre d'entre eux qui ont eu peur quand j'ai annoncé que j'allais partir et qui ont eu peur qu'en gros je parte pour disparaître. Hein, voilà, on va dire les choses telles quelles. Et au final, moi-même, je ne savais pas vraiment pourquoi je partais. Généralement, dans toutes mes vidéos pour le PVT, je dis que c'est une très mauvaise raison de partir. Tout simplement parce que ce n'est pas parce que à moi ça m'a réussi que ça réussira à tout le monde. Si vous allez vraiment pas bien, ne faites pas comme moi. Fuir vos problèmes, généralement, ça vous aide pas forcément. Ça peut aider dans certains cas, mais fuir vos problèmes, c'est pas quelque chose qui aide. Du coup, vraiment, si vous allez pas bien, si vous êtes dans un endroit à peu près aussi sombre que je l'ai été, ou plus sombre encore, cherchez de l'aide auprès peut-être de professionnels, etc. Ne vous lancez pas dans un projet, voilà. Dans mon cas, je me connaissais assez pour savoir que ça me semblait une bonne idée, mais ça aurait pu aussi totalement merder. C'est un petit peu du 50-50, c'est un petit peu un pari. Et... entre guillemets, ma sécurité, c'est que je suis partie avec assez d'économie pour être en capacité, si vraiment je voyais que ça n'allait pas, de rentrer à tout moment. Et je l'avais dit à mes proches, etc. Et j'ai dit, ouais, ça se trouve, je rentre dans 2 mois, et ça se trouve, je rentre dans 1 mois, et ça se trouve, voilà. Mais j'avais cette assurance-là, et je pense que ça a été quelque chose de très important, même si je n'en ai pas eu besoin, puisque je crois que c'est là-dessus que je termine mon premier vlog au Japon. Je suis arrivée à Osaka, je me suis couchée, je me suis réveillée, j'avais pas mal au ventre. Et ça... je sais pas si vous vous rendez compte à quel point, en gros, je suis arrivée au Japon et toute cette anxiété, toute cette angoisse, toute cette souffrance m'a quittée. Je considère aujourd'hui que partir au Japon était pour moi le bon choix, tout simplement parce que, en réalité, le Japon m'a permis de repartir à zéro. Je m'étais retrouvée à Lille, en gros, avec tous les vestiges de ma vie passée. Je vivais dans un appartement qu'on avait pris à 2, etc. Je vivais dans un endroit que je n'avais pas choisi, avec ce qui m'était resté, et je m'étais retrouvée dans une situation que je subissais. En allant au Japon, je suis passée d'une situation subie à une situation choisie, et en plus je suis partie dans un endroit où je pouvais tout reprendre à zéro. Le Japon m'a permis de me recentrer sur moi-même et surtout de devenir extrêmement égoïste, c'est-à-dire que je ne pouvais compter que sur moi et il n'y avait que moi qui dépendait de moi-même, que tout ce que je le faisais toute seule, je le faisais pour moi. Donc là-dessus, je pense que ça a été une très 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 bonne chose et que c'est quelque chose qui est une très bonne expérience d'un point de vue développement personnel. Évidemment, le Japon n'a pas réglé tous mes problèmes. Il a réglé effectivement mon angoisse. C'est pas ça qui m'a pas rendu triste. Enfin, je suis toujours triste de ce qui s'est passé et quand j'y pense, je pleure et enfin là-dessus, ça n'a pas changé. Le Japon m'a aussi permis de me rendre compte que j'ai tout un tas d'autres problèmes, notamment mon angoisse par rapport à l'argent. Ça, je crois qu'on en a déjà parlé. Si je n'ai pas de travail, si je n'ai pas de revenus assurés, même si j'ai mes économies, j'ai une angoisse quasiment panique de manquer d'argent. Ce qui fait que je
je me suis à plusieurs reprises donné beaucoup trop de pression et que j'ai beaucoup trop travaillé, etc. et que je me rends compte que j'ai beaucoup de mal à juste profiter de la vie, juste à profiter de mes sous. Vraiment beaucoup de problèmes là-dessus, et ça c'est quelque chose auquel j'espère vraiment travailler en 2019 parce que je ne peux pas continuer comme ça. Et le Japon m'a fait réaliser tout un tas d'autres choses, notamment à quel point je peux attacher d'importance à mon confort, à quel point je suis parfois un être solitaire, à quel point je n'ai plus envie de porter de masque dans mes relations sociales, et aussi à quel point je n'ai pas envie de retourner au salariat, puisque je vous ferai sans doute des vidéos sur mon travail au Japon, mais comment vous dire, je pense qu'après cette année au Japon, je veux plus jamais de patron de ma vie, voilà. Je pense qu'on est clair. Tout ça pour dire que le Japon, c'est une super expérience. Je suis super contente d'être partie. Je ne conseille pas de partir à tout le monde et je ne conseille pas de partir si vous êtes dans un état mental aussi mal que moi. Du coup, maintenant, on fait quoi? Eh bien, je ne sais pas. Être en paix avec moi-même ne veut pas dire que j'ai compris le sens de ma vie. Je trouve toujours que ma vie n'a aucun sens, n'a plus aucun intérêt et qu'elle ne rime absolument à rien. Ce que je sais, c'est que j'ai réussi pas mal de choses cette année d'un point de vue professionnel. Je suis devenue perceuse, j'ai terminé mon apprentissage de tatoueuse. Ici, quand je suis arrivée au Japon, maintenant j'ai une expérience professionnelle de rédactrice web. Je suis passée freelance aussi, ça je vous en parlerai un autre jour. Bref, j'ai réussi à ajouter 40 000 cordes à mon arc professionnel. Je sais que c'est super prétentieux et qu'il y en a qui vont dire ouais, meuf, t'as fait qu'un apprentissage d'1 an, t'es pas une vraie tatoueuse. Oui, je suis une jeune tatoueuse, mais je me considère quand même comme une tatoueuse. J'ai l'impression en gros d'être, de finir mes études et de pas savoir ce que je veux faire comme travail de ma vie, sauf que j'ai fini mes études il y a un moment quand même. J'aimerais bien en 2019 pouvoir trouver ma voie, pouvoir trouver ce pourquoi je suis faite. La question c'est, est-ce que ce pourquoi je suis faite est compatible avec le fait de rester au Japon? Aujourd'hui je ne le sais pas. Je me rends compte que la société japonaise a tout un tas de choses négatives qui risqueraient de me poser problème sur le long terme, et notamment, comment vous dire, j'ai passé un certain nombre d'entretiens d'embauche, j'en ai pas parlé parce que voilà, pour des postes fixes et notamment des postes dans l'informatique. Comment vous dire, donc du coup, si vous ne connaissez pas, les entretiens en informatique, généralement tu commences par un test technique, c'est-à-dire que tu dois coder, tu dois résoudre des problèmes. Et ces tests-là, je les passe tous. J'ai même passé un test dans une boîte où je me suis tapé du 100%. Donc, je suis une informaticienne compétente a priori. Sauf que dès qu'on passe au deuxième entretien, celui où je vois les RH, et donc où les RH voient ma gueule, ça s'arrête direct. Donc je me suis rendu compte qu'il allait y avoir un problème si je comptais rester, puisque j'ai pas prévu d'enlever mes piercings, que trouver un travail temporaire avec ma gueule, ça passe. Par contre, trouver un vrai travail, et surtout dans un domaine comme l'informatique, qui est mon domaine professionnel malgré tout, c'était un autre délire. Le deuxième point, c'est que vivre au Japon, ce n'est quand même pas très confortable. Et le troisième point, c'est que effectivement, je me pose la question de est-ce que je veux retourner au salariat ou pas? Est-ce que j'ai envie de me retaper un patron ou pas? Je souhaiterais vivre seulement de mes productions, je souhaiterais vivre uniquement en tant que freelance, en tant que rédactrice, etc. Sauf qu'il y a un problème derrière cela, c'est que être freelance au Japon, ça ne donne pas de visa. Aujourd'hui, je suis incapable de vous dire ce que je vais faire en 2019 et surtout ce que je vais faire après mon PVT. Pour être tout à fait honnête, mes avis là-dessus changent à peu près tous les mois, c'est-à-dire qu'il y a un mois, vous m'auriez demandé, je vous dirais mais je reste au Japon à tout prix. Aujourd'hui, je suis plus dans un côté rester au Japon, pourquoi pas, mais pas à n'importe quel prix, dans le sens où je me suis rendu compte que j'ai pas forcément envie de vivre au rythme japonais, c'est-à-dire que les 45 heures par semaine et les 2 semaines de congés payés par an, comment vous dire, moi je suis une française, donc je souhaiterais trouver une sorte d'équilibre entre ce que j'aimerais faire de ma vie, ce que j'aime faire de ma vie, ce qui aujourd'hui est plutôt axé sur la création de contenu et la création artistique, et en même temps combiner mon amour du voyage, puisque je suis venue en PVT au Japon majoritairement pour pouvoir voyager. Donc parmi les bonnes résolutions 2019, la première ça va être d'arrêter de travailler à temps plein ici, parce que je suis pas venue ici pour ça. La deuxième ça va être de voyager plus souvent à l'intérieur du Japon, notamment partir genre 3-4 jours par-ci par-là ou ce genre de choses, et notamment voyager aussi un petit peu en Asie, puisque comme je suis basée au Japon, c'est par exemple beaucoup plus simple et beaucoup moins cher d'aller en Corée du Sud par exemple. Sur le long terme, de toute manière, je pense que ma voie est entre guillemets trouvée, dans le sens où ce que j'aime faire c'est tatouer des gens. Et avec le recul, je suis toujours fière de ce que j'ai fait. Je garde un très bon souvenir des sessions de tatouage à partir du moment où j'ai commencé à maîtriser ce que je faisais et que ça ne me procurait plus autant d'angoisse qu'au départ.
Tatouer est un process qui est extrêmement enrichissant d'un point de vue artistique, qui est extrêmement consommateur, mais c'est aussi la première fois que je ressentais ce qu'on appelle l'état de flow, qui est une sorte de... Enfin, je vais pas dire que c'est une sorte de transe, mais un peu quand même. Mais à terme, de toute manière, quand je rentrerai en France ou quand j'irai ailleurs, etc., mon but est bien d'être tatoueuse et ce but-là n'a pas changé. J'ai cru qu'il avait changé au début, je me suis dit ouais, bon, peut-être que c'était pas si bien que ça, et en fait, plus j'avance, plus je me dis que quand même, ce que j'aimais, c'était bien tatouer les gens. Du coup, voilà. Du coup, est-ce qu'en 2019, je rentre à Blois et que j'ouvre mon salon de tatouage? Est-ce qu'en 2019, je trouve un moyen de rester au Japon? Est-ce qu'en 2019, je décide de tout plaquer et de partir voyager de par le monde? Il y a peu de chance, mais bon, voilà, je ne sais pas. Voilà, globalement, ce que je me souhaite pour 2019, c'est de trouver une sorte de sérénité et d'équilibre. D'arrêter de m'épuiser au travail, tout simplement parce que je n'en ai pas besoin, parce que ce n'est pas bien, etc. J'aimerais trouver un moyen de trouver ma créativité. Et après, d'un point de vue beaucoup plus pratico-pratique, j'ai des projets très concrets. Le premier, c'est que je vais lancer en janvier normalement mon podcast. Le podcast s'appelle pour le moment les Chroniques de la Serviette. L'idée, c'est à chaque épisode nous avons un thème. Je vous parle à la fois d'un fait divers sur le thème, raconté de manière intéressante normalement, et je vous parle soit d'un livre, soit d'un média culturel dans le domaine. Je vous parle d'un album de musique qui touche au même thème. Bref, à chaque fois vous avez un thème et vous avez à la fois un fait divers et tout un tas de trucs culturels plus ou moins en rapport avec le thème du jour. J'aimerais réussir à écrire un e-book, notamment un e-book sur le thème du voyage au Japon, donc ce qui me permettrait, qui serait vendu sur ma boutique en ligne tout simplement, histoire d'aider toutes les personnes qui par exemple viennent pour la première fois au Japon, pour vous donner toutes les clés pour profiter au maximum de votre voyage au Japon. Et j'aimerais bien sortir sous une forme ou une autre un livre ou quelque chose qui retrace mon année au Japon avec des illustrations et du texte. Aujourd'hui, je ne sais pas sous quelle forme cela va être, je ne sais pas si ça va être sous la forme d'un livre photo, d'un livre dessin, je ne sais pas si ça va être sous la forme d'une BD, j'ai pas décidé, mais en tout cas ça fait partie de mes projets, et pour celui-là j'ai une deadline parce que si je rentre en France le 6 juin, mon but c'est de le sortir pour les Geek Fairies de juin. En gros, je vais encore me tuer à la tâche quoi. C'est assez ouf, à chaque fois, à chaque année je me le dis, avoir lancé Blood est très probablement une des meilleures choses que j'ai faites de ma vie. Tout simplement parce que pour beaucoup vous avez été là pendant mes heures les plus sombres, vous m'avez envoyé des gifs de panda. Ensuite parce que c'est grâce à la chaîne que j'ai rencontré les quelques personnes que je considère comme des amis au Japon. Enfin voilà, je râle régulièrement sur le fait que YouTube ça me rapporte à peu près 3 centimes par vidéo, mais par contre d'un point de vue humain c'est quelque chose d'extrêmement enrichissant et ça me permet aussi d'être beaucoup moins seule, puisque vous l'avez compris, je suis quelqu'un qui est seul, je pense que 90% de mon temps je suis seule, et avec cette communauté, avec vous, eh bien j'ai l'impression de ne pas être seule, et ça c'est absolument génial. Pour ça vraiment merci, merci du fond du cœur. Je suis pas toujours assez présente, je suis parfois en retard, etc., mais vous êtes toujours là pour moi et vraiment merci. Bon, c'est le moment où je peux faire la transition pour vous dire d'aller regarder mon YouTube, de me donner des petits centimes, parce que YouTube ça me rapporte 5 centimes par vidéo et que ça me fait manger des galettes patates à la fin du mois. N'oubliez pas d'aller sur le Discord aussi. Mais plus sérieusement, l'année se termine, je suis dans un bien meilleur endroit mentalement que je ne l'étais quand elle a commencé. Je suis relativement en paix avec moi-même, je comprends que j'ai du travail à faire et que l'un des premiers trucs ça va être de démissionner pendant ma première semaine. Je vais essayer de profiter au maximum des 6 mois qui me restent, et après je ne sais pas ce que je fais, je ne sais pas où je serai l'année prochaine, enfin au prochain semestre. J'espère que le semestre qui arrive sera tout aussi riche que le semestre qui s'est écoulé, et j'espère qu'à la fin de l'année 2019 je pourrai vous dire à nouveau que j'ai eu l'impression de vivre 2 années en une. Voilà, je suis assez confiante en ce début d'année, dans le sens où de toute manière rien ne sera jamais pire que 2017 et rien ne sera jamais pire que le premier semestre 2018, donc tout ne peut que aller bien. Puisque ce sera la première vidéo que vous allez voir de moi pour la nouvelle année, je vous souhaite à tous une très bonne année 2019, qu'elle vous apporte joie, bonne humeur et paix. N'oubliez pas que si vous n'allez pas bien, il y aura toujours des gens pour vous écouter sur internet. Je vous assure qu'à la fin le soleil finit par se lever, alors n'oubliez surtout pas d'allumer la lumière. Si vous hésitez vous aussi à partir à l'étranger, bien évidemment pesez le pour et le contre, mais je pense que c'est une expérience extrêmement enrichissante qui dans tous les cas vous apprendra énormément sur vous et vous permettra d'être beaucoup plus à même de faire le point et vous permettra d'être au clair.
bien évidemment faut pas que ça vous mette en danger, donc pesez le pour et le contre, etc. Je sais pas trop comment terminer cette vidéo, j'espère qu'elle a été quand même plus positive que ma vidéo de l'année dernière. N'hésitez pas à me dire comment s'est passé vous, votre année, s'il y a des choses sur lesquelles vous hésitez pour l'année 2019, quels sont vos plans pour l'année 2019, est-ce que vous aussi vous voulez ouvrir votre salon de tatouage, est-ce que en 2019 vous voulez lancer votre boutique en ligne, est-ce que en 2019 vous voulez faire des vidéos sur YouTube, je sais pas, parlez-moi de vos projets, faites-moi rêver, j'ai envie que nous nous soutenions les uns les autres. Et puis bien évidemment hein, moi je continue à faire des vidéos parce que j'aime ça, faire des vidéos, vous l'avez compris. Et puis voilà, je commence à avoir très froid parce que ça doit faire 30 minutes que je tourne et qu'il est temps que j'aille remettre mon chauffage. Du coup je vous embrasse tous très très fort, je vous souhaite une très belle année 2019. Si vous mangez de la galette, pensez à moi parce que je n'en aurai pas cette année. Et à très bientôt.